Donc moi c'est Amy, j'ai que 20 minutes pour vous parler de ça, du coup vous ne saurez pas plus que mon prénom. Fausse bonne intégration, c'est astuces et bonnes pratiques qui sabotent vos sites et applications web. Donc petit disclaimer avant de commencer la conf, si jamais vous voyez des astuces que vous avez réalisées par le passé, que vous faites encore, c'est pas grave, c'est pas pour vous blâmer. De temps en temps je vous demanderai de lever la main si vous avez déjà vu passer le code, etc. J'ai pas de projectile donc c'est bon. Et puis moi, j'ai fait certains de ces trucs dont je vais vous parler. Donc, pas de panique, on est en détente, je tremble, mais ça va. Donc, j'ai créé un site fictif de stickers qui s'appelle Stickit, Stick IT, vous voyez le jeu de mots, je suis hilarante, let's go. Donc voilà notre fameux site fictif, notre site de stickers Stick IT ou Stickit, selon si vous aimez les jeux de mots ou pas. C'est le site qui va nous servir d'exemple parce que je ne voulais pas prendre un vrai site au risque de froisser des gens dans la salle. Donc ça, c'est notre magnifique victime. Le mobile, on s'en fout, on verra ça plus tard. Donc on a un petit board en liège avec nos post-it, etc. Il y avait vraiment ça chez moi, ça m'aide à visualiser. Et on va avoir différentes catégories, donc des erreurs en termes de texte, de layout, de ce qu'on veut cacher, de ce qu'on veut reset, etc. Donc on va d'abord commencer par tout ce qui est texte. Petite question, est-ce que si je dis 62,5%, ça dit quelque chose à quelqu'un dans la salle? Une personne, c'est bien. Vous savez, pour gérer les font size, on conseille d'utiliser les REM. Sauf que nos maquettes, souvent, c'est en pixels. Et du coup, c'est chiant de faire la conversion. Donc, il y a plusieurs manières de faire. On peut aller sur des petits utilitaires en ligne ou faire les maths nous-mêmes parce qu'on est super intelligent. Mais moi, je suis une flemmarde. Et une fois, je suis tombée sur cette super astuce qui consistait à cibler le HTML et mettre font size 2.62,5%. Et ce que ça fait, c'est que un rem est égal à 10 pixels. Du coup, la conversion se fait super facilement. Par exemple, mon titre, là, il est en 48 pixels. Bah, c'est 4,8 rem. C'est simple, on aime. Sauf que ça s'appuie sur le fait que les navigateurs ont une taille de police par défaut de 16 pixels. Mais peut-être que vous avez des collègues qui n'ont pas une super bonne vue, ou des grands-parents ou des parents qui ont leur navigateur supra-zoomé avec la police qui est en 24. Bah, du coup, cette astuce-là, elle ne fonctionne pas parce que votre conversion, ce sera plus un rem égale 10 pixels, ce sera totalement autre chose et vous n'aurez pas la maîtrise. Et vu qu'on ne maîtrise pas très bien le responsive, il y a de grandes chances que votre bouton, par exemple, qui a un texte normalement de 16 pixels, se retrouve en 64 et que tout soit explosé sur votre site. Et que vous ayez un charmant ticket de bug que vous n'arrivez pas à reproduire parce que vous avez une vision standard, on va dire. Du coup, il y a des solutions. Première solution, la classique, c'est d'utiliser calque en CSS. Après, calque, c'est une fonction, potentiellement, il y a peut-être des soucis de perf. Mais en tout cas, ça existe. Donc, juste vous mettez calque, entre parenthèses 48rem/16, et ça convertit automatiquement, donc vous faites pas mal à la tête. Autre solution, si vous utilisez un préprocesseur, vous pouvez faire une fonction ou une mixin qui prend en paramètre une valeur 1 pixel et qui retourne une valeur en rem. Et là aussi, vous ne faites pas de maths. Et dernière solution, ma préférée, qui utilise les nouveautés qui sont plus très nouvelles de CSS, les variables. Donc là, j'ai mis un hommage bateau un peu. Mais si par exemple vous avez un design system, vous pouvez reprendre en fait les termes utilisés par votre UI designer et nommer vos variables comme ça. Moi j'ai mis par exemple là 46 pixels, ça fait 3 rem du coup. Et du coup j'ai juste à les utiliser en utilisant var et le nom de ma variable pour mettre la bonne taille. Donc voilà pour ces premières astuces que j'ai mis en prod. Et malheureusement, je ne suis plus dans la boîte qui a ça, donc je vais leur envoyer un message pour leur dire « Enlevez ça, vite, vite ». Deuxième astuce, c'est Text Wrap. Celle-là, vous l'avez peut-être vu passer parce qu'elle a fait le tour sur Twitter, parce que je crois que GraphiCart l'a genre retweeté, donc il y a eu beaucoup de vues. En gros, c'est pour, j'allais dire balancer votre texte, mais ce n'est pas français, pour équilibrer votre texte, pour éviter d'avoir un mot qui se balade tout seul et avoir un titre harmonieux ou des paragraphes harmonieux. Donc, il y a une propriété qui s'appelle text-wrap et qui peut prendre comme valeur balance ou pretty. Et en gros, c'est cool parce que ça fait un texte comme ça, automatiquement.
C'est cool, mais en fait, comment ça marche sous le capot? Ça va boucler sur chaque caractère de ce qui est ciblé. Donc potentiellement, sur une page qui a beaucoup de texte, c'est pas super conseillé. En plus, ça s'arrête aussi première ligne. Du coup, ça va aller choper tous vos titres, par exemple, et faire ça. Donc, dans mon exemple, j'avais mis une petite étoile pour texte wrap. L'idée, c'est que si vous voulez utiliser ça parce que vous avez un UI designer qui veut absolument que les polices soient respectées, qu'il n'y ait pas de veuve, qu'il n'y ait pas d'orpheline, bah, vous pouvez utiliser ça, mais uniquement sur les titres, donc H1, H6, les citations. Et pour les paragraphes, je vous propose de faire une classe utilitaire et de l'utiliser avec parcimonie, là où vous en avez vraiment besoin, pour éviter d'avoir des soucis de perf liés à du CSS. Ce serait dommage, on a déjà JS pour ça, on ne va pas le concurrencer. Ensuite, donc, tout ce qui est reset. Alors là, c'est l'idée d'enlever le style par défaut qui est appliqué par notre navigateur. Par exemple, les listes à puces. Donc, bon, là, il y a une police, mais par défaut, une liste à puces, une UL, donc un unordered list, il y a des points. Ça ressemble à ça. C'est moche. Et c'est pas ce qu'on veut. Parce que nous, on veut faire une belle navigation où donc tous nos éléments sont les uns à côté des autres. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met un list style none. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait ça? Je vous rassure, moi aussi. Et du coup, quand j'ai découvert ça, la suite va vous surprendre. Donc, en fait, le souci, c'est Safari. Alors, si vous avez déjà entendu la phrase « Safari is the new IE », oui. Parce que là, je vous ai mis un exemple. En gros, si vous ciblez l'UL et vous mettez list style none, ça ne marchera pas. En fait, votre liste n'aura plus le rôle list, donc elle ne sera plus sémantiquement correcte. Donc, si vous faites list style none, ça ne marche pas sur Safari. Par contre, si vous mettez votre UL dans une nav et que vous ciblez avec ce sélecteur-là, ça marchera sur Safari. Par contre, si vous utilisez les sélecteurs plus récents avec where, où vous spécifiez bien c'est les UL qui ont le rôle list, et vous mettez list style none, la liste ne sera toujours pas reconnue comme une liste. Et par contre, si vous ciblez juste la UL en mettant list style, pas none cette fois-ci, mais en laissant vide, ce sera reconnu comme une liste. Donc Safari n'est pas très stable. Donc je vous propose tout simplement, malheureusement, je n'ai pas de solution miracle, il faut aller remettre le rôle liste sur vos UL. Après, des fois, la question, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin de faire une liste? Parce que souvent, la liste, on peut l'utiliser dans une navigation pour faire une liste de liens, mais on peut faire aussi une liste de produits. Et dans ce cas-là, vous pouvez par exemple utiliser une balise article. Et là, vous n'avez pas besoin de surcharger du style. Et j'ai dit article, pas div, parce que je fais le combat aux div. Okay, pas de soupe de div, évitez les divs. Il y a des balises sémantiques, utilisez-les s'il vous plaît, merci. Ceux qui étaient là l'année dernière à mon talk savent mon combat. Ensuite, pareil, même délire pour supprimer le style des bordures ou des boutons. Donc, il y a déjà des gens qui ont fait border, none, border 0, border, outline 0. C'est normal. Par pitié, résistez, vos designers sont fous. L'outline, surtout, ça a une utilité, c'est que quand vous naviguez au clavier, en fait, vous voyez quel élément a le focus. Donc, si vous supprimez l'outline, on ne voit pas sur quoi on est. Deuxième chose, c'est que si votre utilisateur utilise le mode fort contraste ou quelque chose comme ça en français, en fait, ça se sert de en fait, ça va changer les bordures et les contours. Et si vous les supprimez, ça va simplement plus marcher. Donc, si vraiment vous devez les supprimer, vous devez mettre transparent en fait. Vous les mettez en invisible et ce sera OK, ça cassera pas le mode fort contraste, etc. Dans le futur, vous pourrez utiliser une media query spécifique où vous pourrez détecter en fait si on est dans ce mode-là ou pas et du coup appliquer un style. Mais de manière générale, laissez les outlines tranquilles. Vous pouvez plutôt les customiser avec la charte graphique de votre entreprise pour faire un truc un peu plus joli. Mais laissez-les, s'il vous plaît. Merci. C'est tout pour moi. Non, je rigole. Ensuite, donc cacher. Normalement, ça devait être écrit cache-cache, mais j'ai oublié de modifier. Parce que je trouvais ça plus fun. Voilà, c'est tout. Donc, l'idée, là, c'est, par exemple, visually hidden ou sr-only. Est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose? Ok, je ne vois pas toutes les têtes hochées, donc je vais expliquer vite fait. En gros, quand vous avez un élément que vous voulez rendre accessible aux lecteurs pour écran, mais pas aux personnes qui voient votre site,
vous allez utiliser une classe utilitaire qui va souvent s'appeler Visually Hidden, ou par exemple SR-only, si vous utilisez Tailwind, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc, qu'est-ce que ça fait? Première ligne, c'est position absolute, donc en fait, ça sort l'élément du flux, de la page. Ensuite, width 8, 1 pixel, du coup, l'élément ne fait plus que 1 pixel carré. Et l'overflow, ça coupe tout ce qui dépasse, l'overflow hidden. Ensuite, le clip pass, ça permet de supprimer... En fait, par exemple, si votre élément avait du rouge en fond, on le verrait. Du coup, de faire ça, ça permet de ne pas l'afficher. Et ensuite, le white space no wrap, ça permet d'éviter que le texte passe à la ligne. Donc ça, concrètement, si vous êtes sur le site, vous ne voyez pas l'élément. Parce qu'en gros, sur la capture d'écran, l'élément est dans le code, mais vous ne le voyez pas. Donc, ça, c'est un truc que j'ai découvert récemment, parce que je l'utilisais beaucoup. En accessibilité, on l'utilise beaucoup. Notamment pour ce qu'on appelle les skip links. Je ne sais pas si vous connaissez le terme. C'est des petits liens. Si vous allez sur un site, encore navigation clavier, vous appuyez sur Tab. C'est un lien qui va apparaître et qui va vous permettre de sauter au contenu principal du site. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de vous taper tous les liens inutiles. Vous allez directement, par exemple, sur votre liste produits. Par exemple, Ikea, ils ont ça. Et il est bien implémenté. Donc, bravo Ikea. Je ne sais pas s'il y a des devs Ikea ici, mais... Donc là, il y a un exemple ici, aller au contenu principal. J'ai copié celui d'Ikea. Donc, l'idée, là, c'est vraiment de venir rajouter note, deux points de note, entre parenthèses, deux points focus. On ferme la parenthèse, deux points note. On ouvre la parenthèse, deux points active. On ferme la parenthèse. Ce que ça veut dire, c'est de cacher l'élément lorsqu'il n'a pas le focus et qu'il n'est pas actif. Pourquoi? Parce qu'en fait, si votre élément va être c'est pas français. Si vous voulez que votre utilisateur interagisse avec votre élément, si vous mettez Visually Hidden, en fait, il n'est pas render dans le DOM. Donc, ça peut poser des problèmes. Donc, l'idée, c'est de vraiment dire, si tu es actif, on s'en fout. Enfin, ce code ne sera pas appliqué. Et donc là, c'est le cas, par exemple, pour ce bouton. Dès que je fais Tab, le focus passe dessus, et je peux quand même interagir, appuyer sur Entrée, ça va me rediriger vers la section qu'il faut. Et donc, si vous utilisez Tailwind, on ne sait jamais, il faut écrire sr-only, focus note-sr-only, espace active note-sr-only. Il ne fallait pas utiliser Tailwind. Ensuite, bouton icon. Ça, c'est peut-être un truc que vous avez fait, votre designer vous a dit, vous avez fait une super nav, et en fait, il y a un bouton qui n'a pas de libellé, je ne conseille pas. Et voilà, il ressemble à ça. On se dit, tout le monde comprend le cœur. Sauf que patatras, un jour, votre CSS, pour X ou Y raison, ne charge pas. Ça arrive plus qu'on ne le pense. Du coup, votre utilisateur, ou même si votre SVG ne charge pas, par exemple, votre utilisateur, il ne voit rien. Il ne sait pas qu'il y a un lien, il ne peut pas cliquer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? L'idée, c'est la manière la plus simple, c'est d'ajouter une span dans le bouton, de mettre la classe Visually Hidden qu'on a vue avant. La span n'est pas focusable, c'est le bouton qui est focusable, donc il n'y a pas besoin de faire les deux points, nanani, on s'en fout. Bref, de mettre votre libellé entre les balises de la span, et du coup, si ça ne charge pas, on verra toujours menu. Donc, s'il n'y a plus de CSS, s'il n'y a plus de SVG qui charge, votre bouton est toujours interactif. Il y a une autre solution un peu plus compliquée, où là, on va utiliser les aria labels. Aria label by, mais la règle des arias, c'est d'éviter d'utiliser des arias si on peut, parce que c'est chiant, c'est compliqué. Donc, toujours préférer une solution HTML pure. Ensuite, le layout. Et là, vous voyez Flexbox, et vous êtes en mode, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Flexbox, c'est la vie, nanani, nanana, elle est folle. Oui, mais ça, c'est un truc que j'ai codé il y a, je sais pas, 4 ans, 5 ans. On m'a demandé de faire une grille de produits. Donc, moi, je connaissais Flexbox, donc Display Flex, Justify Content, Space Between. Il n'y avait pas encore un gap à l'époque, donc moi, je gérais mes margins bizarrement, mais bref. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand mes pages avaient le bon nombre de produits, tout était aligné parfaitement. Et on clique, on arrive sur la dernière page, et tu as les deux cartes là qui sont espacées comme si, je sais pas, elles avaient divorcé. Et du coup, tu es en mode, qu'est-ce que je vais faire? Donc, tu vas sur Stack Overflow à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de ChatGPT, donc il fallait chercher. Et il te propose de mettre des pseudo-éléments, de faire ça avec du JS, de calculer pour placer la carte. Non. Il y a grid, en fait. Il y a grid.
c'est 2 lignes, parce que le gap, je ne le compte pas, c'est 2 lignes et on a ça. C'est carré, peu importe le nombre de cartes qu'il y aura, ce sera toujours aligné et beau. Et je sais, grid, ça fait peur, c'est chiant, je trouve ça hard. Même moi, je suis en mode grid, non. Mais du coup, j'ai appris 2 choses en grid. Faire une grille bateau et centrer un élément. Voilà, je vous le conseille. Si vous voulez commencer par quelque chose en grid, faites ça et vous pourrez faire beaucoup de choses. Dernière chose, ça c'est le display content. L'idée, c'est que dans des rares cas, vous savez Flexbox. C'est une histoire de flex item et de flex parent, etc. Donc là, on a une nav qui est en flex, donc c'est le parent. Donc ces enfants, ces flex items, ce serait techniquement le UL et la div. Oui, j'utilise des divs parfois. Donc ce serait ses parents. Donc ça veut dire que si je fais un justify content space between, ce serait mon UL et ma div qui seraient côte à côte. Sauf que moi, je préférais aligner les éléments enfants de ces 2 choses, donc DLI et DA. Donc ce que je pourrais faire, c'est tout simplement utiliser display content sur la UL et sur la div. Et si je fais ça, c'est comme si les boîtes n'existaient plus. Et du coup, les enfants directs de ma nav, maintenant, c'est mes LI et mes A. Donc ce serait plus facile de gérer les gaps, etc. Et ça peut être pas mal si vous avez une nav avec une barre de recherche, des éléments de navigation, des boutons, et on sait que les alignements verticaux, horizontaux, des fois, c'est chiant. Voilà, c'est cool? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des devs qui militent pour qu'on arrête d'utiliser display content parce que, en fait, le truc n'est pas stable sur Safari, mais pas que. En fait, ce que ça fait, c'est que ça supprime votre box, elle n'est pas rendue. Et si votre box avait une valeur sémantique, par exemple UL, qui a un rôle list, et techniquement, normalement, ALI est enfant de UL. Là, c'est plus le cas. Et du coup, vous avez normalement des éléments qui ont le rôle list item, qui n'ont plus de parents, qui est rôle, etc. Donc ça peut poser des problèmes en termes d'accessibilité. Et si vous travaillez pour une grosse boîte ou un service public, typiquement, il faut faire attention à ce genre de choses. Donc on aimerait bien pouvoir utiliser display content, mais ce n'est pas possible. Donc, en attendant, je voulais juste vous en parler parce qu'en fait, c'est cool. Le jour où ça marche, ça va sauver des vies. Ce n'est pas le cas. Donc, l'utilisez pas, parce que là aussi, je l'ai vu sur Twitter tourner, faire des vues, les gens étaient en mode « oui, oui, on va l'utiliser ». Non, s'il vous plaît, l'utilisez pas. Donc, si jamais vous voulez quand même faire le Forcena, utilisez-le sur des éléments qui ne sont pas sémantiques, par exemple une div, ça sera OK. Et sinon, vous vous débrouillez pour aligner vos éléments sans display content et à la bonne franquette comme on faisait avant, quoi. Donc, pour conclure, en gros, tout ça pour dire, c'est en fait d'où vient le souci, pourquoi il y a autant d'erreurs, de bonnes pratiques quand même, on utilisait Visual Hidden, etc. C'est des choses qui sont là depuis des années. Hein. Le truc de 62,5%, ça a émergé en 2004. Ça a été popularisé en 2016 et c'est revenu en 2020. Donc c'est pour dire qu'il y a des astuces, elles sont là depuis longtemps. Mais c'est juste parce qu'on essaie de se faciliter la vie, de se donner des bons conseils et de partager. Et il y a aussi l'essor des influenceurs tech qui partagent des astuces sans vraiment regarder ou sans donner toute la vérité. Donc si jamais vous voyez une astuce, vous avez des doutes, testez-la. Et si jamais vous avez encore des doutes, vous pouvez venir aller sur le site de cascade.fr. On a un Discord donc de passionnés d'intégration. Donc ça part CSS, ça part HTML, etc. On a un channel d'aide. Vous pouvez venir. Dernièrement, on a parlé de la meilleure façon d'intégrer des SVG dans son site. Est-ce que c'est des sprites? Est-ce qu'on prend des icônes fontes, etc. pour les icônes, etc. C'était passionnant comme sujet. Donc si vous aimez le CSS, HTML, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn et laissez-moi un feedback. Et là, on ne voit pas, mais il y a une photo de mon chat qui aimait trop s'asseoir devant mon ordi quand je faisais la conf, et effacer des choses aussi. Et ça, c'est moi quand j'ai fait cette conf. Voilà. Merci.